Bordeaux, aussi loin que vos travaux permettent de le savoir, les gens ne vivaient que de l'agriculture. Les gens vivaient de l'agriculture, c'est un fait. Vous aviez beaucoup d'artisans aussi. Vous aviez les filatures de soie et vous aviez aussi les tisserands qui tissaient le chanvre et le lin. Ah, on tissait le chanvre et le lin. Et oui, à Bordeaux. Et alors, cette production... C'était des draps. C'était des draps qui se tissaient. Les draps de chanvre, c'était plutôt des draps pour faire de la grosse toile. Vous voyez? Alors que le lin, c'était quand même de la toile plus fine. Les tisserands avaient leur marque. Ces tisserands, ou ces fabricants de toiles de soie, ils vendaient où? Ils devaient vendre à des marchands de l'extérieur, à des drapiers si vous voulez. Qui passaient, récupéraient... Ou à qui ils portaient suivant leurs possibilités. Les derniers ateliers ont cessé, je crois, en 1950. Ils filaient la laine des moutons. Des moutons. Et oui, cette fameuse laine grasse qui avait encore parfois des épines, des brins de paille, etc. et tout. Ils filaient cette laine qui était ensuite lavée, cardée, etc. et tout. Et on en faisait des chaussettes. Par exemple. Ah oui, des chaussettes qui grattaient énormément. Et inusables. Et alors, ça veut dire que aussi probablement dans les fermes, ces gars sous-traitaient, c'est-à-dire que chaque ferme, en plus de l'activité agricole, avait peut-être une activité... Mais ils avaient, voilà, les femmes avaient l'activité de la soie. Elles élevaient les cocons, les vers à soie. Elles élevaient les vers à soie. Il y en a beaucoup qui ont disparu maintenant, mais dans les champs, vous voyez encore beaucoup de mûriers. Les manianarelles qui ramassaient les feuilles de mûrier. Donc, elles faisaient l'élevage du ver à soie, qu'ensuite elles devidaient et qu'elles portaient au moulinage. Et le moulinage, alors ici, c'était où? Alors, vous aviez un moulinage là sur la route qui va près de Célard, chez Roche, chez Isaac Roche, la famille Roche, et vous aviez un moulinage sur la route qui va à la Chaudière. D'accord. On appelait ça au foulon parce que bon, c'était une usine où on faisait le travail de la laine, le travail de la soie. Derrière, là, chez moi, vous aviez la carde où on filait la laine pour les chaussettes, la laine pour faire les matelas, tout ça quoi, c'était... D'accord. Mais alors, par exemple, vous pensez que pour travailler dans le tissage ou la filature, c'était des paysans qui prenaient quelques heures par jour et qui allaient travailler, ou bien c'était des gars qui travaillaient toute la journée? C'était des jeunes filles, surtout en filature, qui travaillaient toute la journée. La place là, de la joaillerie, c'était que des artisans. Les rez-de-chaussée, c'était que des artisans. Et alors, en somme, les fermes, c'était l'extérieur. L'extérieur, oui. C'était de l'élevage. C'était de l'élevage, ils faisaient donc l'élevage poulet, lapin, tout ça que les femmes s'occupaient de ça. Les chèvres, quand ils en avaient toujours quelques-unes, avant que le pasteur Cadier arrive et mette les boucs blancs. Hein, et ils faisaient leurs céréales, les pommes de terre, un peu de vigne aussi, le fameux Clinton. Qu'est-ce que c'est le Clinton? C'est quoi ça, le Clinton? C'est un vin. C'est un vin? Oui, et c'est un vous vin. en avez bu vous-même? Oui. Et c'était comment? C'était un bon vin? Non. Je vais vous dire que quand on est gamin, on fait un peu n'importe quoi. Ma mémé à côté, à la maison à côté, le maréchal Ferrand, avait des terrains le long de Roubion, aux rivières, et donc avec elle j'allais garder les chèvres, et puis ensuite on allait aux rivières pour cultiver, ramasser et tout, et il y avait de la vigne, et c'était du Clinton. On me disait toujours, il ne faut pas manger de ce raisin. Et moi j'adorais ce raisin.
parce que c'est un raisin qui est, comment vous dire, qui a une peau assez épaisse, noire, raisin noir, qui a une peau assez épaisse, et la pulpe est un peu âpre en même temps acide aussi. Donc ça donnait un vin qui était quand même assez lourd, assez épais, et comme une personne m'a dit récemment, il fallait s'accrocher à la table pour le boire. Mais bon, alors tout le monde avait son petit, dans les fermes aussi, avait son petit lopin de Clinton. Hein, et disons que chacun faisait son vin. Le dernier que j'ai connu, c'est M. Marcel Achard, à Crepy. Il allait chercher un peu de raisin dans les caves de Suse ou un peu de raisin qui mélangeait avec son Clinton, donc il était bien meilleur. La communauté protestante était très active. Alors oui, Gérard Caguet, à Bordeaux, comme il allait certainement beaucoup dans les fermes, il y avait une association des jeunes ruraux qu'il avait créée aussi. Et donc, il s'est soucié du bien-être des fermiers de la région qui avaient 3-4 chèvres, qui, disons, avaient beaucoup de difficultés à vivre. Bon, et donc, il a décidé, il a par connaissance certainement, il est allé en Suisse. Ils sont allés chercher 2 boucs. Et ils ont ramené les boucs, et donc les agriculteurs qui avaient des chèvres se sont passés les boucs au moment des chaleurs de ces demoiselles. Et donc, c'était des boucs blancs de la race Sanel, et ça a amélioré le cheptel de chèvres de Bordeaux. Ils ont eu beaucoup plus de lait, et de ce fait, avant, ils vivaient avec le lait de leurs chèvres, avec leur fromage, mais ils vendaient très très peu à l'extérieur. Alors donc, ils ont augmenté la production de lait. Ils ont augmenté la production de fromage. Ils ont vendu aux coucouniers, aux cocotiers, comme on appelait, le cocotier. Et donc, ils ont vendu aux cocotiers qui ensuite vendaient dans les épiceries et tout. Et puis, ils ont vendu un petit peu comme ça, à droite et à gauche. Moi, pendant des années, j'ai acheté mes fromages de chèvre à un éleveur de félines. Donc, le cheptel caprin a été beaucoup réévalué, et ça a permis aux fermiers de vivre décemment. C'est drôle. Ils ont bien vécu. Je vais vous dire, j'ai eu la réflexion d'une personne qui a eu affaire avec eux tout au long de sa vie, qu'elle a passé à Bordeaux, parce que c'est le banquier. Il m'a dit, tu sais, Zette, il ne faut pas plaindre les éleveurs de chèvres maintenant, parce qu'ils vivent bien. Vous les entendez jamais se plaindre. Mais il faut dire, ils travaillent. C'est vraiment un travail tous les jours. Ceux qui font qu'une bande de chèvres, à l'ancienne, c'est-à-dire, qui font prendre les chèvres au mois d'octobre, novembre, et les chèvres accouchent au mois de février, quelque chose comme ça. Ceux-ci, ils ont qu'une bande de chèvres à s'occuper, tandis que vous en avez qui ont divisé le troupeau en 2, c'est-à-dire qu'il y en a des chevreaux qui naissent au mois de septembre-octobre, et d'autres qui naissent au mois de février-mars, ce qui leur permet d'avoir du lait toute l'année et des fromages toute l'année. C'était un bourg très commerçant. Oui,
Oui, c'était un bourg d'une part qui avait beaucoup de commerce et qui avait de bonnes foires, de grandes foires. De grandes foires au printemps, en été, en automne. Il y avait de grandes foires où il y avait pas mal de camelots, quoi, enfin, d'artisans, de forains. Dans les années 30, les gens de la campagne descendaient avec les carrioles et donc ils achetaient soit les grandes blouses pour les dames, soit les vêtements de velours, vestes, pantalons, etc., suivant la saison, pour les messieurs. Ils en profitaient en venant pour s'habiller, pour acheter aussi des outils, hein, si les hommes en avaient besoin, et puis pour acheter peut-être des tissus, de la vaisselle, des casseroles, etc. Tout ça, quoi. Tout ce qui est... Ou des animaux même, puisqu'il y avait des animaux. Bourdeau a toujours été dans une situation un peu bizarre, parce que c'est à la fois tourné vers Cray et Dieulefit, c'est juste à côté. Mais enfin, il y a quand même un col, je pense même... De chaque côté, vous avez un col. Pour aller à Dieulefit, vous prenez le col des Boutières. Pour aller à Cray, c'est le col de Lunel. Sauf que celui de Cray, il est quand même moins méchant que... Ouais. Oui, mais quand il y avait la patache de Monsieur Sauvin, on descendait au pied du col de Lunel. Maman me racontait, dans les années 20, on descendait au pied du col de Lunel quand on venait de Cray pour pousser la patache. Ah oui, il fallait le faire. Hein. Et puis arrivé à la cime, ben, tout le monde redescendait. Voilà la patache. C'est-à-dire que lorsqu'on allait soit à Cray, soit à Dieulefit, on prenait sa journée. Oui. Alors Bordeaux était desservi, donc vous aviez, je suppose là que c'est la patache de Monsieur Sauvin qui a succédé à Monsieur Blanc. Oui, Blanc, c'est ça. Ancien sénateur. Hein. Voilà, mais sénateur. Voilà. Comment est-ce qu'on disait? Entrepreneur de voiture. Entrepreneur de voiture. Voilà, c'était ça. Monsieur Blanc était entrepreneur de voiture. Et donc, en 14, lorsqu'il est décidé, cette patache a dû continuer avec Monsieur Sauvin. Parce qu'il y en avait plusieurs. Il y avait une concurrence, quoi, si on peut dire? Non, même pas. Non, mais enfin, il y en avait plusieurs. Oui, alors vous aviez les pataches qui faisaient comme celle de Bordeaux, qui partait de Bordeaux, qui allait à Cray, tous les jours. C'est Symphorien-Chastan qui a créé le mardi où il faisait Bordeaux, Soult, Cray et Valence. Alors on partait la journée là. Il partait le matin, on passait la journée à Valence et on revenait le soir. D'accord. Oui. En bus. Il était hôtelier à Bordeaux. Ah. C'était l'hôtel Petit. C'était les grands-parents à Symphorien-Chastan qui le tenaient. Donc il l'a tenu jusqu'à la création de l'Hostalet. Donc ça reporte à 1980, quelque chose comme ça. Et donc ils ont été 2 générations là-dedans. Plusieurs générations d'hôteliers. Il y avait plusieurs hôtels Ah oui. Oui. Et oui, il y avait l'hôtel Chastan. Non. Voilà, l'hôtel Petit ou l'hôtel Chastan. Par la suite, dans la rue de la Lève, il y avait l'hôtel d'Hermine Marcel, l'hôtel du Nord. Il y avait l'hôtel des Trois Châteaux, en partant sur Nyons. Mais dites-moi, les hôtels, il faut les remplir. Il y avait qui dedans? Parce que peut-être qu'il y avait les hôtels-restaurants aussi. Oui. Et puis peut-être qu'il y avait des représentants qui étaient... Il y avait des représentants quand même qui passaient, il y avait des voyageurs. S'il y avait beaucoup de monde dans une famille, on allait coucher à l'hôtel. On allait coucher à l'hôtel. Oui. Ah oui, c'est important. Hein. Ah oui. Et à une époque, à Bordeaux, vous avez eu jusqu'à 19 cafés. Non. Eh oui. 19 cafés? 19 cafés. Mais ces Bourdelois, ils boivent comme des trous. Oui, mais vous savez, à l'époque, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas la voiture, il n'y avait pas la radio.
Les hommes finissaient de travailler le soir, ceux qui étaient dans le village. Parlons pas des fermiers qui venaient au café quand ils sortaient du culte ou lorsqu'il y avait des enterrements, des cérémonies quelconques, hein, ou les foires. Mais les hommes du village, quand ils avaient fini de travailler, ben, ils allaient au café. Ils allaient au café. Faire une partie de belote Voilà. ou de billard, je ne sais pas moi. La menuiserie qui est à l'entrée de Bordeaux, non loin du cimetière, là, fournissait l'électricité. Ah, c'était M. Rayon. Oui. Il avait une roue pour les besoins de ça. Oui, c'était sous la municipalité de M. Blanc, qui en 1894 lui a demandé d'électrifier Bordeaux. Donc je crois qu'ils ont commencé par électrifier les rues, d'après ce que j'ai compris. Mais il n'y avait qu'une ampoule, hein. Il y avait pas 50 ampoules. Et si je ne me trompe pas, on payait à l'ampoule. Oui, on payait à l'ampoule. L'abonnement, c'était à l'ampoule. À l'ampoule. Petit à petit, l'électricité est arrivée dans les maisons, mais il n'y avait qu'une ampoule par maison, bien souvent. Et c'était des ampoules qui très faibles, qui donnaient une lumière plutôt jaune, qui tremblotait. Et donc c'était M. Rayon et père et son fils Julien qui fournissaient l'électricité à Bordeaux. Et parfois il y avait je me rappelle à la boulangerie chez mon père, à la cuisine il y avait une ampoule et il y avait une ampoule au four. Mais dans les chambres, au premier, il n'y en avait pas. Hein. Il y avait une ampoule à la cuisine, une ampoule au magasin et une ampoule au four. Et mon père se baladait avec la baladeuse. C'était une ampoule avec une baladeuse parce qu'il allait le four et puis derrière il y avait le pétrin et la gloriette où on mettait les farines. Et donc parfois, pourquoi l'électricité baissait tout d'un coup, arrivait même à pratiquement s'éteindre, quoi. Et j'entendais mon père qui disait comme ça, « Ah, Julien, il a encore oublié de pédaler !» Et moi, gamine, je voyais Julien, qui était plus âgé que moi, venir chercher son pain à vélo tous les matins à la boulangerie, et je disais, « Eh ben voilà, il pédale !» Alors je m'imaginais Julien monter sur un vélo en train de pédaler pour nous donner de l'électricité. Ceci, c'est Monsieur Nel qui habite à Cray, qui était employé à la caisse d'épargne de Cray et qui avait ses grands-parents qui habitaient Vial. Donc un jour, je l'ai sollicité pour qu'il me parle de Vial, de ce qu'il avait connu. Alors il m'a fait tout un résumé, de Vial, donc il m'a noté 1894, éclairage des rues, et 1898, un projet de train qui n'a jamais été réalisé. Oui, vous devinez pourquoi. 1898. Le maire, c'était M. Blanc, entrepreneur de voitures. Ah, d'accord. Comme par hasard, ça n'a jamais abouti. Ce qui fait que Bordeaux se trouve un petit peu enclavé. Parce que, disons, pour aller à Cray, il y a quand même 22 km. À l'époque, les routes n'étaient pas très carrossables. Pour aller à Dieu-le-Fil, il y a 12 km, c'est pareil. Hein, ce qui fait que Bordeaux, peut-être que s'il y avait eu le train, ce serait plus développé. Mais à votre connaissance, le macadam, le goudronnage de la route qui mène soit à Cray, soit à Dieu-le-Fil, c'est des périodes de quand ça? C'est quand ça? La route de Cray a été créée en 1860. Ah bon. Et il ne devait pas y avoir de goudron. Oh bon, sûrement pas, oui. Et la route de Dieu-le-Fil, un petit peu après.
Enfin, là, vous voulez dire une vraie route, parce que je suppose que quoi qu'il en soit, C'était des routes caillouteuses. des petits chemins comme ça qui devaient, c'est ça. Oui, oui, oui. Ouais, c'est ça. C'est très ambigu comme situation, parce que c'était un inconvénient, mais c'était un avantage. Parce que d'un autre côté, Bourdeau pouvait, du coup, il n'y avait pas la concurrence de ce qui se faisait à Dieulefit, il n'y avait pas la concurrence de ce qui se faisait à Crest, il fallait que Bourdeau se débrouille par elle-même. Oui. Et dans un sens, je suppose que ça a eu un des effets positifs, si je puis dire. Bon, le commerce important, pas trop de concurrents. Oui. On a toujours eu, même maintenant, on a tout ce qu'il faut pour vivre à Bordeaux. Il n'y a plus d'industrie à Bordeaux, à part quelques artisans qui restent, quelques commerces qui restent. Mais les jeunes vont travailler à Crest, à Valence, à Dieulefit, à Montélimar. Les jeunes femmes font leurs courses à Intermarché ou à Lille ou à je ne sais quoi. Bordeaux sert plutôt de dépannage. Mais vous vivez très bien à Bordeaux. Dans les années 30, avant les années 30, dans les années 30 et après, dans les années 40, je sais, il faudra que je demande à Monique quand est-ce que son père a cessé les tournées. Mon père portait le pain dans la campagne, parce qu'il y en avait qui faisaient leur pain, mais parfois ils n'en avaient pas suffisamment ou autre, ou il y en avait qui n'avaient pas de four à pain, et mon père faisait les tournées dans la campagne. Alors à l'époque, il y avait 1, 2, 3 boulangers. Et votre père le faisait en voiture à cheval ou en camionnette? En voiture. En fourgonnette. En fourgonnette. C'est ça. Aujourd'hui, il y a combien d'habitants à Bordeaux? 636. Et à l'époque dont vous êtes en train de me parler, disons l'après-guerre, c'est plus... Alors attendez. L'après-guerre, 1946, 756. C'est-à-dire un tout petit peu plus, Oui. 100 de plus, quoi. Hein. 100 plus. On a quand même eu, le plus, c'est en 1846, où il y avait 1433 habitants. C'est beaucoup. Hein. Ah, Le vieux village était tout habité. Absolument tout habité. Toutes les maisons étaient habitées. Puis il y avait peut-être des familles plus, comment dire, avec plus d'enfants. Il y avait quand même l'école des demoiselles. Donc là, c'était l'école catholique. École catholique. Et vous aviez, à partir de 1930, vous avez Monsieur Faucon, Louis Faucon, qui a été maire pendant près de 50 ans, maire de Bordeaux, qui a créé l'école des filles. Il y avait l'école de garçons, il y avait l'école des filles, et en 1930, il a créé le groupe scolaire où on a réuni filles et garçons, une chose à l'époque, en 1930, qui était impensable de mettre des filles et des garçons ensemble. Et est-ce qu'à ce moment-là, Louis Faucon, son école, c'est une école qui a une coloration religieuse ou pas? Non, c'était laïque. C'était laïque. Coloration religieuse. C'est ça. Non, pas de coloration. Et vous aviez, à une époque, bien avant, vous aviez des dames protestantes qui faisaient l'école, chez elles. Une petite école, quoi, qui est pour les enfants protestants. On a l'impression qu'il y a toujours eu un esprit un peu particulier à Bordeaux. Comment est-ce que je pourrais dire? Une atmosphère, un état d'esprit, d'abord sans entrer dans des détails politiques, mais c'est quand même vrai que ça a été une cité républicaine, quoi. Ah oui, Bordeaux, c'était la République. Et oui, vous voyez le livre de Gaston Bernier, pays protestant et républicain. Ça veut tout dire. C'est ça. C'était radical, etc. Bordeaux a été un fief protestant très tôt. Pourquoi est-ce que les protestants, suite au massacre qu'il y a eu dans les grandes villes, se sont réfugiés dans les petits villages ou autres pour être tranquilles, pour vivre leur foi? Ceci a eu, il me semble, comme effet que, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de Juifs qui ont été dissimulés. Oui, c'est exact. Oui, mais ceux qui ont dissimulé, les Juifs ne se sont pas tellement fait connaître. Moi,
j'avais des relations à Bordeaux, que lorsqu'on a tourné donc, ce film sur les juifs sur les justes avec Agnès Varda, qui m'a dit, mais chez moi, mes parents ont caché. Et j'ai dit, pourquoi tu l'as pas dit? Pourquoi tu l'as pas dit? Est-ce que vous vous souvenez du moment où on cache les juifs ici? Est-ce que vous avez eu le sentiment que ça se savait, disons, pour dire les choses comme ça? Oh, certainement, ça se savait. Ça se savait. Et vous le saviez? Non. Non, non, non. Je venais en vacances chez ma mémé, tous les étés. On voyait du monde. Je jouais avec des enfants aussi, qui étaient de mon âge, je me souviens. Il y avait une famille, c'était des Italiens. Est-ce que c'était des réfugiés? Est-ce que c'était des Juifs? Par principe, et les anciens de Bordeaux qui restons, on essaie de sauver, disons, la façon de vivre, la façon d'accueillir. Bordeaux est un pays protestant républicain, mais Bordeaux, on est tolérant et on est accueillant. On ne met pas les gens dehors. Bon, maintenant c'est différent. Hein. On n'a pas la même vie. Mais moi je me souviens, gamine, on était tous les ans, il n'y avait pas les voitures. Voilà, aussi. Il n'y avait pas les voitures, alors on était tous sur la place de la Chevalerie à jouer, etc. et tout. Mais on faisait le tour des maisons. On allait goûter chez les uns, chez les autres, les mamans se rencontraient, les grands-mères se rencontraient aussi, les hommes aussi. Le soir, les soirs d'été, on était sur la place, sur les bancs, à discuter de la journée ou à discuter des événements, etc. Tout ça. Et nous, les gamins, on jouait encore. Hein. Maintenant, les enfants sont plus dehors. Ils sont devant la télévision, ils sont devant leur tablette. C'est vrai. Puisque vous en parlez, vous avez le souvenir des premières voitures? Quand est-ce qu'on voit apparaître les premières voitures? Mon père avait sa voiture, c'est ça, pour porter le pain. Alors c'était déjà dans les fin des années 20. Moi je me rappelle mon père faisant ses tournées que je m'accrochais pour partir avec lui. Et vous alliez le faire quelquefois avec lui? Oui, parfois il m'emmenait. Ah voilà. Dans les fermes. Il y avait énormément de fermes à l'époque, il n'y avait pas de grandes exploitations comme maintenant. Il y a beaucoup de fermes qui sont devenues des résidences secondaires que les enfants ont gardées, enfants et petits-enfants ont gardé, où vous avez des fermes qui se sont vendues à des Parisiens, des Belges, qui se sont transformés en résidences secondaires. À ce moment, les terres, il y a eu un remembrement. Moi, je pense qu'ils ont dû commencer à vivre bien, disons, à partir des années, fin des années 50, début des années 60. C'est ça. C'était un changement probablement important dans leur manière de vivre. C'était... Oui, parce qu'à ce moment, petit à petit, sont arrivées les machines à traire les chèvres. Aussi, ce qui a facilité le travail des femmes et ce qui a permis d'avoir plus de chèvres aussi. Et les femmes, puisque vous en parlez, c'était quand même des vies terribles. Parce qu'il y a des choses comme, je ne sais pas moi, la lessive, maintenant il y a des machines. Je n'en avais, je ne sais pas quand est-ce qu'elles sont arrivées à Bordeaux. Moi je venais encore en vacances chez ma grand-mère, là chez ma mémé, il n'y avait pas de machine à laver. Elle lavait à la lessiveuse à la maison, en faisant bouillir dans les fameuses grandes lessiveuses. Hein, alors ça lavait, puis ensuite il fallait rincer. Il fallait rincer, donc elle mettait sa grande lessiveuse sur la brouette et on partait au lavoir qui était sur le grand quai.
où il y avait pas mal de femmes, toujours, qui lavaient, puisque tout le monde lavait au lavoir. Il n'y avait pas de... À Bordeaux, vous aviez le grand lavoir sur le Grand Quai, et vous aviez le lavoir sur la place de Suze-la-Rousse, et vous aviez un lavoir d'Arvial. C'est le village perché. Vous avez eu la responsabilité de garder la mémoire d'un pasteur assez remarquable d'ici, Alexis Muston. C'est un personnage, quoi, qui a fait énormément pour Bordeaux quand même aussi. Et c'est un monsieur qui venait d'Italie suite à la répression. Parce qu'il était valdetain, hein, il était des vallées vaudoises. Des vallées vaudoises, oui. D'Italie, qui n'ont jamais été très populaires en Italie, parce qu'elles étaient protestantes. Il est venu ici en 1838, C'est tout. en franchissant les Alpes en plein hiver, à pied. Il a atterri à Nîmes, je crois vaguement chez une connaissance, etc. et tout, qui lui a dit qu'il y avait un poste à Bordeaux. Et donc il a fait Nîmes-Bordeaux à pied. Le pasteur d'Escours était déjà là, donc il a été, disons, le suffragant du pasteur d'Escours pendant pas mal d'années. Ensuite, le pasteur d'Escours étant décédé, c'est lui qui a pris la nomination, quoi, de pasteur. Au fond, c'était un intellectuel assez en vue de son temps, pas seulement à l'échelle locale. Je crois qu'il correspondait avec George Sand aussi. Oui, il a eu énormément de... Je crois qu'il était le parrain de l'enfant de son enfant de George Sand. De George Sand. Donc il a rencontré Lamartine. Il a rencontré tous les grands écrivains de l'époque, donc Victor Hugo, Alfred de Vigny, Alexandre Dumas, George Sand. C'est étonnant. Ernest Renan, Émile Zola. Ah, voilà. Et on sait pourquoi. Qu'est-ce qu'il faisait? Les philosophes. Mais alors pourquoi? C'est parce que sa pensée était remarquable? C'est un monsieur qui avait énormément d'éducation, puisqu'il avait fait ses études de médecine, mais il n'avait pas les diplômes mais il était autorisé à exercer. Ah, quand même. Et à la fois, il soignait les cœurs et les âmes. Les corps et les âmes. Donc il est arrivé à Bordeaux, il est resté à Bordeaux jusqu'à son décès en 1888. C'est une région qui pondait des caractères, si on peut dire. Parce qu'il y a quand même eu des gens qui étaient, et même pas forcément qui soient restés très connus, mais je pense que pendant la période de la guerre, pour tenir bon, il a fallu avoir des tempéraments quand même. Il fallait du tempérament pour tenir. Mais on dit des gens qui sont tolérants, ils sont accueillants, ils sont tolérants. Mais disons que le Bourdelois, s'il a quelque chose à dire, il le dit. Hein?